C'est rare de voir un engouement aussi soudain pour un petit monde aussi fermé que l'alpinisme, le milieu étant devenu hyper médiatisé, surtout ces 20 dernières années. Et en tête de proue, l'Everest, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui, pourtant cette exposition soudaine crée énormément de problèmes là-haut. On recense 323 morts qui jonchent actuellement les pentes du plus haut sommet de l'Himalaya à l'heure où je vous parle. Et parmi toutes les tragédies qui se sont produites sur cette montagne, il y en a bien une qui se démarque. Nous sommes en 1996, il y a 28 ans quasiment jour pour jour, des groupes d'expéditions commencent à se diriger vers le camp de base du plus haut sommet du monde, l'Everest. Quelques semaines plus tard allait se produire la tragédie la plus marquante survenue sur l'Everest, mais remontons un peu dans le passé à une époque où on ne savait rien de la sentinelle de notre planète, revenons aux origines. Mère de l'univers, ou Sagarmatha en népalais, c'est bien le nom qui est donné au plus haut sommet du monde, constitué de 3 versants gigantesques de chinois et un népalais qui courent le long d'arêtes de plusieurs kilomètres. Everest vient du nom George Everest qui a créé la première carte en 1865 de la montagne et qui travaillera plus globalement sur l'élaboration de travaux topographiques dans les Indes. Là on est déjà bien avant les premières tentatives d'ascension qui débutent elles en 1921. On est dans un contexte d'après-guerre dans une Inde britannique à quelques centaines de kilomètres des pentes népalaises. Et à ce moment-là, dans la chaîne montagneuse de l'Himalaya, une véritable course au sommet est organisée avec des expéditions venant de tous les coins du globe pour tenter de planter le drapeau de son pays en premier en haut des plus grands sommets de la planète. Au milieu de toute cette effervescence, on retrouve notre très cher Everest. Sujet de toutes les discussions, les explorateurs de l'époque ont tous les yeux rivés dessus. Et rien qu'entre 1921 et 1938, c'est 8 expéditions britanniques qui vont y être menées. Le matériel est rudimentaire, les conditions météo sont rudes et la réalité très lourde. Les pertes humaines et matérielles sont colossales. Le bilan après plus de 17 ans d'exploration, désastreux. C'est simple, personne n'aura atteint le sommet et le record reste plafonné à 8570 mètres sur 8848 par George Mallory qui n'arrivera pas à descendre et finit par y laisser sa vie. Son exploit reste gravé dans l'histoire car aujourd'hui encore, l'arête nord, lieu de son décès, porte encore son nom. Tout a été bloqué pendant 6 ans à cause de la guerre. Les pentes de notre colosse n'avaient jamais été aussi désertes. Pendant tout ce temps, l'Everest a commencé à renforcer le voile de mystère qui planait autour de lui. Des légendes, des rumeurs se faisaient entendre, tout le monde voulait atteindre le sommet. Le Népal, lui, n'était pas du même avis et décida de ne délivrer qu'un seul permis d'ascension par pays et par année. Un Sherpa népalais du nom de Tenzing Norgay se joint à toutes les expéditions pour essayer de réaliser son rêve en foulant le toit du monde. Il participe à une tonne de tentatives, notamment suisses, qui se soldent toutes par un échec. 30 ans après, rien n'avait changé. L'Everest allait-il rester éternellement inaccessible? Tenzing en est à sa 7e tentative, il l'a annoncé. Ça sera sa dernière. Il change de camp en s'alliant avec Ed Hillary, un Britannique, pour tenter d'inscrire leur nom dans l'histoire à jamais. Et après des mois à frôler de peu la mort tous les jours, après avoir fait venir 350 porteurs, 15 tonnes de matériel et de vivres et 20 Sherpas, c'était à eux d'en finir pour de bon avec le colosse. 29 mai 1953, c'était chose faite, la première expédition réussie en haut de l'Everest, qui en bonus traça la nouvelle route qui allait servir de repère à tous les prochains, la voie normale, qui est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui. Nous sommes au beau milieu des années 90. L'Everest commence à accueillir de plus en plus de monde sur ses pentes, c'est le début de la saison d'ascension, tout se déroule normalement alors que les premiers Sherpas s'affairent à baliser le chemin jusqu'au sommet. Des groupes d'alpinistes commencent, eux, à occuper le camp de base qui se trouve à 5364 mètres, à peu près 3500 mètres en dessous du sommet. Le camp de base, c'est l'endroit au pied du mont Everest où tout le monde est regroupé avant d'aller tenter des ascensions. C'est un véritable point de départ pour toutes les compagnies d'expédition commerciales. Ah oui, je vous l'ai pas encore dit, mais depuis quelques temps, l'Everest est devenu un vrai business où plusieurs entreprises promettent des ascensions sans trop de problèmes jusqu'au sommet, à raison de quand même payer grand minimum dans les 50 000 € dans le projet. Et ça, pour chaque alpiniste. Ça grouille quand même dans tous les sens, 500 alpinistes, guides et porteurs sont répartis sur les 2 camps de base, sud et versant nord aussi. Voilà, vous avez le cadre de ce qui entoure plus précisément un petit groupe dirigé par Rob Hall qui a déjà atteint par 4 fois le sommet, guide pour Adventure Consultants, une agence néo-zélandaise. On retrouve ici 10 alpinistes amateurs qui ont tous déboursé très cher pour leur place. Le niveau est pas tellement élevé, on y retrouve principalement des personnages assez fortunés qui n'ont pas une expérience énorme de l'alpinisme. Ce qui, vous verrez par la suite, aura bien toute son importance. Retenez pour le moment Beck Withers, 49 ans, médecin à Dallas, Yasuko Namba, 47 ans, femme d'affaires japonaise ayant monté 7 des plus hauts sommets du monde, l'Everest est son dernier objectif. Durensen dénote un peu, c'est un facteur du Michigan s'étant endetté pour tenter, ou plutôt retenter, son ascension car il avait échoué à 2 pas du sommet l'année précédente. Une fenêtre météo semble idéale pour aller tenter de gravir l'Everest le 10 mai 1996 plus précisément, mais avant ça,
il va falloir s'acclimater à l'altitude, car certains de nos alpinistes commencent déjà à ressentir ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes. C'est le cas par exemple pour Beck, plus on monte en altitude et plus il va avoir du mal, car oui, pour bien s'acclimater, il est important de passer par les camps intermédiaires, puis de redescendre afin d'habituer son corps au manque d'oxygène. Si on le fait pas, on peut avoir de graves problèmes, comme des œdèmes au cerveau, des embolies pulmonaires, malaises et une multitude d'autres symptômes atroces, qui dans les pires cas peuvent vous emmener tout droit vers la mort. Avant qu'on commence la vidéo, je tenais à remercier War Thunder qui sponsorise cette vidéo. Alors, War Thunder, c'est quoi exactement? C'est un jeu de guerre multijoueur où vous pouvez incarner plus de 2500 véhicules militaires dans des batailles toujours plus réalistes. Ça va du tank au bateau en passant par le char de combat. Le seul problème, c'est que quand vous arrivez sur le jeu, vous êtes au level le plus bas. Et vous devrez alors réussir à augmenter en niveau, mais alors, comment on fait cela? C'est très simple, en enchaînant des combats incroyables et surtout en obtenant des victoires dans différents modes de jeu. Grâce à ça, vous pourrez renforcer vos véhicules, mieux les équiper et même en acheter des nouveaux. Et croyez-moi, vous êtes vraiment servi, il y a une tonne de fonctionnalités différentes pour customiser et améliorer vos engins de combat, pour répandre toujours plus la terreur dans les parties. C'est un jeu super comblé et agréable à jouer et j'ai vraiment aimé la vitesse à laquelle il était possible de grind vite sur ce jeu et comment c'était plaisant, en plongeant au cœur de combats toujours de plus en plus passionnants. Pour télécharger le jeu, n'hésitez pas à passer par le lien en description ou en commentaire épinglé. Cela vous permettra d'avoir de nombreux bonus et avantages pour bien démarrer sur le jeu. Merci encore à War Thunder d'avoir sponsorisé cette vidéo, on reprend. On ne monte jamais le sommet d'une traite en partant du camp de base, il y a 4 camps intermédiaires qui permettent aux alpinistes de se reposer un peu pendant leur ascension. Et c'est donc après plus de 10 jours d'entraînement à se familiariser avec les outils, les conditions météo, les échelles et tout ce qui est essentiel de bien connaître pour monter, que notre petit groupe va s'élancer sur les pentes du toit du monde pour atteindre quelques jours plus tard, dans la nuit du 9 mai 1996, le dernier camp, le 4. À leur arrivée, le beau temps n'est pas au rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de quelques heures avant que les choses changent en faveur de tous les alpinistes qui attendent patiemment au camp 4. On vient d'avoir l'info, depuis le camp de base, il faudra partir au petit matin pour tenter un sommet de push et ainsi rejoindre le sommet. À peine est-on parti que les problèmes commencent. Le groupe de Adventure Consultant guidé par Rob est vite rejoint par 2 autres expéditions, une américaine de Mountain Madness et une taïwanaise qui venait de perdre déjà un de ses grimpeurs qui avait chuté dans le vide quelques minutes auparavant. En arrivant à 8350 mètres, ils doivent s'arrêter car les pentes n'ont pas été équipées en corde fixe, ce qui oblige les grimpeurs à attendre 1 heure dans le froid à plus de moins 40 degrés. Sauf qu'une heure là-haut, même si le ciel était dégagé, n'a rien à voir avec ce que vous pouvez ressentir actuellement chez vous au chaud. Si on compte le froid, les muscles engourdis mais surtout le manque d'oxygène qui rend chaque mouvement d'une difficulté démultipliée, il est fortement déconseillé de poireauter trop longtemps, surtout quand on se retrouve dans la zone de la mort. Oui, elle porte bien son nom, chaque seconde que vous y passez réduit un peu plus vos chances de survie. Donc pour le moment, pas trop de panique, un léger retard sur le programme à noter, mais atteindre le sommet reste quand même assez envisageable. Il faut y arriver maximum avant 14 h, sinon ils n'auront pas le temps de redescendre avant la nuit. Et une nuit à cette altitude, croyez-moi, ça diminue drastiquement vos chances de survie. La grimpe continue alors, sauf que notre bec, il commence à avoir de très sérieux problèmes de vue, à cause de la réflexion du soleil sur la neige qui est littéralement en train de lui carboniser la rétine. Rob Hall se rend compte que quelque chose ne va pas. Il s'arrête avec Beck et dit au groupe de continuer vers le sommet 400 mètres plus haut. Voyant qu'il n'y a plus rien à faire pour lui et qu'il n'atteindra jamais le sommet, notre guide Rob Hall décide de le faire attendre ici à 8400 mètres et qu'il viendrait le récupérer en redescendant. Beck, il arrive à peine à voir le groupe s'éloigner, sa vue baisse de plus en plus mais il reste positif et est très loin de se dire qu'il ne reverra plus jamais ses compagnons, qui s'enfoncent encore plus haut sur les pentes de l'Everest. Oui, parce que les choses vont se corser de plus en plus. Avant d'atteindre le sommet, il reste un passage assez délicat que chaque alpiniste qui veut monter l'Everest devra emprunter, le Hillary Step. C'est un couloir d'à peine 1 mètre de large où vous avez d'un côté une paroi de glace glissante et de l'autre le vide. Un montage de plusieurs cordes fixes est habituellement fixé par les Sherpas pour préparer les ascensions. Or, encore une fois, ça n'a pas été fait et le temps que les guides installent tout le nécessaire, le groupe attend 1 heure de plus à 8790 mètres, juste 60 mètres seulement en dessous du sommet. La journée a bien avancé, il est 12 h et personne n'a encore atteint le sommet. De nombreux alpinistes font le choix très dur de renoncer car après des mois d'efforts si près du but, la limite de temps allait forcément être dépassée à cause des retards. Pourtant, le toit du monde est foulé pour la première fois vers 13 h par l'un des membres de l'expédition Mountain Madness, Anatoly Boukrev. Il monte en style alpin, donc sans oxygène supplémentaire. Il a un niveau vraiment élevé, c'est clairement l'alpiniste avec le plus d'expérience ce jour du 10 mai 1996 sur l'Everest. Il aide ensuite plusieurs grimpeurs à atteindre le sommet, comme Yasuko Nemba ou le journaliste John Krakauer. Les Sherpas commencent leur descente à 15 h et croisent Doug Hansen, notre postier qui monte très péniblement. Il n'a plus d'oxygène dans ses bouteilles, mais il est vite rejoint par Rob Hall, le guide de Adventure Consultant qui l'aide à arriver en haut.
Après des années d'entraînement, après avoir tout donné pour son projet, Doug est enfin en haut. Il a réalisé son plus grand rêve, un but qui tenait depuis qu'il était gosse. Le leader du groupe Mountain Madness, Scott Fisher, parvint lui aussi au sommet, bien après 16 heures. Le jour commence à décliner et une tempête de neige se prépare. Exténué et malade, Fisher, qui malgré son rôle de guide expérimenté, est atteint du mal aigu des montagnes. La situation commence à s'aggraver sévèrement, il n'arrive pas à redescendre. Les camps sur les montagnes autour de l'Everest réalisent que ce n'est pas qu'un petit orage, c'est une énorme tempête qui se dirige à grande vitesse sur le sentinelle de l'Himalaya. Elle emporte tout sur son passage et bloque tous nos alpinistes. Un peu plus bas, Beck est devenu totalement aveugle. Rob ne descendant pas, il est escorté par des alpinistes ayant renoncé au sommet un peu plus tôt. Il est aussi rejoint par Yasuko, la japonaise qui est chez Adventure Consultant, comme Beck. Le blizzard s'intensifie de plus en plus, la nuit commence à tomber et au camp 4, des équipes de renfort sont dépêchées pour essayer de venir en aide au groupe de Beck qui est en train de descendre. Malheureusement, la cordée de descente est dans un sale état, ils sont tous exténués et le froid a fait geler leurs crampons qui n'accrochent désormais plus la neige. Et quand on n'adhère plus, plus haut, Rob Hall essaye tant bien que mal de descendre avec Doug. Celui-ci n'a plus du tout d'oxygène et n'a quasiment aucune force. Ils sont bloqués dans le Hillary Step, alors que la teneur en oxygène qui est à cette altitude d'environ 13%, avec des conditions météo comme ça, elle descend très certainement à 6%, selon des analyses scientifiques réalisées plus tard après la catastrophe. En fait, c'est comme si vous n'avez absolument rien pour respirer. Chaque déplacement demande un effort surhumain. Doug le sait, il ne rentrera pas, et pour essayer de sauver la vie de son guide, qu'il n'aurait jamais abandonné, il prend la décision de se détacher de la ligne continue et... La tempête s'intensifie et Rob Hall est l'homme le plus haut sur Terre. Et probablement celui qui a le plus froid aussi. Il tente tant bien que mal de se traîner en dehors du couloir, ce qu'il arrive à faire malgré sa condition d'extrême fatigue. Une bonne nouvelle tombe plus bas, le groupe de Beck vient d'être secouru par des Sherpas du camp 4 et par l'alpiniste de renom Anatoly Boukrev qui a réussi à descendre, celui qui avait été le premier à rejoindre le sommet quelques heures plus tôt. Sauf que Beck et Yasuko sont retrouvés dans un état de coma hypothermique. Tout le monde sait que c'en est fini pour eux. Il ne leur reste plus beaucoup de temps à vivre avant de s'éteindre à jamais dans les glaces. La nouvelle tombe, Beck, Weather et Yasuko sont déclarés morts au camp de base. Rob Hall, le guide qui est toujours coincé plus haut, annonce également la mort de Doug au talkie-walkie. Les proches sont informés, la famille de Beck écroulée. La nuit, elle, déjà bien entamée, et au petit matin, l'impossible se produit pour notre Texan. C'est invraisemblable, il s'est réveillé de son coma, il est salement amoché, des engelures aux deux mains, au visage, mais il arrivera tout de même à rejoindre le camp 4 tel un mort-vivant. C'est un véritable exploit de survie. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer dans sa tête? À ce moment-là, la vérité c'est qu'il avait vu des flashs de sa femme qui l'appelait et l'encourageait à survivre coûte que coûte. Sauf qu'à son arrivée au camp 4, tout le monde le sait, il ne passera pas une nuit de plus à cette altitude, c'en est fini pour lui. On va lui donner une tente, du thé, des couvertures, essayer de lui procurer le plus de confort possible malgré les circonstances désastreuses. Je vous le dis honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'espoir à se faire pour notre Beck. Tout comme pour notre guide, il a été rejoint par un autre alpiniste, mais malheureusement, ils restent coincés tous les deux dans le blizzard. Son compagnon va être atteint d'hypothermie à un stade très avancé, cela va lui faire croire à une fausse sensation de chaleur et de bien-être. Il commence à enlever ses vêtements avant de glisser dans le vide, son corps ne sera plus jamais retrouvé. Quand Rob Hall se réveille, il sera tout seul à nouveau et tentera, tant bien que mal, de descendre en rampant. Mais rien n'y fait, il n'y arrive pas, une expédition de renfort censée venir le secourir vient d'abandonner à cause des vents trop forts. Il vient d'être mis au courant de cette information, il est seul au monde sans aucun échappatoire devant lui après un dernier appel avec sa femme qui attendait une petite fille, il... Une centaine de mètres en contrebas, notre goat Anatoly est venu sauver son guide Scott Fisher, malgré une température glaciale de moins 40 degrés et une tempête qui s'intensifie. Mais c'est trop tard. Il a succombé au froid de cette terrible nuit, Anatoly le sait, il n'y a plus rien
à faire pour lui. Un mort de plus est déclaré sur l'Everest. Il faut escorter les survivants le plus vite possible vers les hôpitaux les plus proches. Beck a survécu une nuit de plus, il nous l'a dit, il est hors de question qu'il meure sans avoir revu sa femme. Celle-ci vient d'apprendre que son mari, qui avait été annoncé décédé quelques heures plus tôt, est revenu d'entre les morts. En ascenseur émotionnel, compliqué de faire pire. Elle s'active donc à trouver un hélicoptère qui pourrait venir le récupérer au camp 2. Celui-ci se trouve dans une vallée à 6500 mètres d'altitude. Il n'y a quasiment pas d'air pour respirer, alors n'imaginez pas voir un hélicoptère y atterrir. Pourtant, c'est ce qui s'apprête à être tenté par le pilote London Casey, qui veut essayer le tout pour le tout. Il laisse son copilote au camp de base, vide totalement l'engin de tout ce qui pourrait l'alourdir, et le plus flippant, il ne prend du carburant que pour seulement 7 minutes de vol. 1000 mètres plus haut, au camp 2, on sort Beck de l'hôpital de fortune, il doit monter tout seul dans l'hélico. Il le sait, c'est sa dernière chance. Quand soudain, malgré l'énorme difficulté de faire voler un hélico à 6500 mètres, Beck Weathers est enfin sauvé de ce qui est le plus gros drame sur l'Everest et envoyé d'urgence dans un hôpital à Katmandou, la capitale du Népal. Il perdra son bras droit, les doigts de sa main gauche, son nez et plusieurs parties de ses pieds. Le bilan est désastreux et ce mois de mai 1996 restera l'une des périodes les plus meurtrières de l'Everest, et certainement la plus traumatisante pour toute la communauté d'alpinistes. Sur ces 3 jours d'ascension, 8 grimpeurs ne reviendront pas vivants de la montagne. Cette catastrophe n'aura pourtant pas ralenti le développement des expéditions commerciales, elles sont toujours de plus en plus nombreuses à proposer leurs services. Depuis quelques années, des agences népalaises viennent même compléter l'offre avec des propositions d'entrée de gamme. Depuis que ces entreprises ont fait leur apparition sur le marché, près de 2/3 des décès sur l'Everest se produisent sur ces expéditions low cost. Les déchets, les bouchons sont aussi des problèmes majeurs en haut et malheureusement, il y a de plus en plus de problèmes et beaucoup de choses à dire. Alors n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord, on pourra parler de tout ça. Abonnez-vous aussi, ça m'aide vraiment dans mon travail, vous êtes encore beaucoup à ne pas le faire et c'est vraiment dommage, on vise toujours les 100K. Merci encore à War Thunder d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez avoir de nombreux bonus en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé. C'était Twilo, on se retrouve très vite, portez-vous bien, tchuss.